Bon, on est bon? On est bon. Comment mieux utiliser les études scientifiques dans un débat? Ah oui, parce que quand on débat, il nous arrive souvent d'avoir besoin d'invoquer une étude scientifique, notamment quand on parle d'énergie, de médecine douce ou même de religion. Mais notre interlocuteur peut potentiellement tenter de nous coincer sur certains aspects, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, je suis Monsieur Contradico, mon but est de te donner des arguments, des contre-arguments ou des pirouettes en fonction des situations pour que tu n'aies plus jamais peur de contredire. Et on commence tout de suite avec la question majeure qu'on peut se poser quand on cite une expérience scientifique. Comment répondre à quelqu'un qui te dit « Mais c'est quoi ta source ?» Bon, déjà, quand on veut utiliser une étude scientifique, dans l'idéal, il faut avoir lu l'article scientifique. Il a la plupart du temps cette forme et est en anglais. Mais si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, dans ce cas, il faut essayer d'aller chercher des vulgarisations de cet article en privilégiant les sites ou vidéastes qui sont connus pour leur rigueur scientifique, et si possible, le plus neutre possible. Il faut à tout prix éviter les sources biaisées. Exemple avec le rapport du GIEC. Si tu vas lire un résumé sur le site de Greenpeace, ils vont te dire que c'est un rapport qui montre que le nucléaire est disqualifié de la course de la lutte climatique. Alors que si tu vas sur le site d'Orano, anciennement Areva, donc pro-nucléaire, on peut lire que tous les scénarios du GIEC nécessitent plus de nucléaire. Dans ces cas-là, tu seras d'accord de dire qu'il vaut mieux aller lire soi-même le rapport pour se faire son propre avis. Spoiler alerte, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Donc, si on te demande ta source d'information, tu cites l'étude scientifique ou tu cites à minima les vulgarisateurs les plus neutres possibles pour éviter au maximum de reprendre une analyse biaisée. Sur le nucléaire, je te conseille le réveilleur. Et là, attention, ton interlocuteur pourrait essayer de te coincer avec des attaques dites ad personam. Le but sera de discréditer les gens qui ont travaillé sur cette étude. Dans ce cas, tu peux pointer que c'est un argument fallacieux de s'attaquer aux personnes plutôt que d'attaquer le fond, et que c'est à lui d'apporter des preuves suffisantes qui mériteraient qu'on doute de ces gens et de leurs travaux. Après, s'il te dit que tout le monde ment, je sais même pas pourquoi tu continues à débattre avec lui. Bon, maintenant partons sur la valeur de la preuve. On va commencer avec un exemple. Imaginons que tu as un débat sur l'efficacité de la prière. Ton interlocuteur t'a fait une liste de témoignages qui prouvent que ça fonctionne, et en réponse, tu lui invoques une étude scientifique faite sur 1800 personnes qui sortaient d'une chirurgie cardiaque. Ils les ont séparés en 3 groupes. Un groupe où ils leur ont dit qu'ils allaient peut-être prier pour eux, et ils ont vraiment prié pour eux. Un deuxième groupe où ils leur ont aussi dit qu'ils allaient peut-être prier pour eux, mais ils n'ont pas prié pour eux. C'est le groupe contrôle. Et le troisième groupe, ils leur ont dit qu'ils allaient prier pour eux, pas peut-être, et ils l'ont fait. Malheureusement, aucune amélioration n'a été constatée dans le groupe prière par rapport au groupe sans prière. Et pire encore, l'étude montre que les 600 patients qui savaient qu'on a prié pour eux ont eu plus de complications post-opératoires que les autres à qui on n'a pas dit qu'on priait pour eux. L'hypothèse la plus probable étant que l'anxiété liée au fait de savoir qu'on a prié pour eux a probablement eu un effet nocebo. À ce moment, ton opposant peut te répondre 2 choses à ce nouvel argument. Non mais on ne peut pas mesurer l'efficacité de la prière avec une étude scientifique. Dans ces cas-là, il faut invoquer le critère de réfutabilité de Karl Popper. S'il n'est pas possible de mettre en place un protocole pour réfuter une hypothèse, alors vous croyez bien ce que vous voulez, mais le débat va tourner en rond. Ici, dans l'étude que j'ai citée, l'hypothèse testée est simple. Prier aide les malades à guérir dans de meilleures conditions. Attention, ici on ne remet pas du tout en question la religion, l'existence de Dieu ou quoi que ce soit, on parle juste des effets potentiellement bénéfiques de la prière. Donc la logique voudrait que si on prie pour quelqu'un, son rétablissement se verra amélioré par rapport à quelqu'un qui n'aurait reçu aucune prière. Ça, pour moi, c'est pas de la science, c'est de la logique. Si cette logique ne peut pas s'appliquer pour quelque raison que ce soit, alors il n'est pas possible de vérifier l'hypothèse que prier aide les malades à guérir dans de meilleures conditions. Donc pour répondre, tu invoques Karl Popper et tu fais l'explication que je viens de faire. La deuxième réponse qu'il peut te donner pour diminuer l'impact de la preuve scientifique, c'est « cette étude a plein de défauts ». Alors au-delà du fait que c'est le sophisme de la solution parfaite, rien n'est parfait. Là tu vas patauger 2 heures pour essayer de justifier chaque attaque qu'il va faire sur l'étude. Mais c'est un piège. À ce moment du débat, ce n'est plus vraiment à toi de te justifier, dès lors que tu as donné une étude plutôt bien faite. Dans mon cas, une étude scientifique sur 1800 personnes sans conflit d'intérêt avec un groupe contrôle, c'est pas dégueu. Maintenant, c'est à ton opposant d'apporter une preuve d'un niveau équivalent voire supérieur à la preuve que tu viens de lui donner. Au lieu de juste critiquer l'étude, il faut une preuve qui permette de justifier, de remettre en cause les résultats de l'étude que tu lui présentes. Il peut pas juste répondre « Oui, moi je trouve que ça marche plutôt bien sur mon chat. Ouais. »
Et donc pour lui répondre, à ce moment-là, tu peux invoquer l'échelle des preuves. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai publié une vidéo courte sur le sujet. Mais en gros, ça nous dit que le témoignage vaut moins qu'une étude scientifique, qui vaut moins qu'un regroupement d'études, les méta-analyses, et qui elles-mêmes valent moins que le consensus scientifique. Faisons un parallèle avec un tribunal. On a retrouvé votre sang sur la scène de crime, une caméra vous a filmé, vos empreintes sont sur l'arme du crime, et on a retrouvé le foie de la victime dans votre congélateur avec vos traces de dents. Oh, mais puisque je vous dis que c'est pas moi... Ah, ok, autant pour moi. Non coupable. Bah, ce serait débile, non? Eh bien, dans un débat, c'est exactement la même chose. Donc, quand on invoque une étude scientifique, on doit s'attendre à autre chose qu'un témoignage ou un appel à la popularité en réponse. Maintenant, on va voir les limites de ce type de débat. Évidemment, tout ce que je raconte n'est valable que dans un débat face à quelqu'un qui est capable de changer d'avis. Car si après plusieurs présentations d'études scientifiques en tout genre, ton interlocuteur ne les entend pas, et qu'en plus, il continue à essayer de te convaincre que ça marche et qu'il a raison sans donner de preuves supérieures au témoignage ou à la popularité. Non mais s'il y a autant de gens qui y croient dans le monde, ta pauvre étude là sur 1800 personnes, bof. Dans ces cas-là, inutile de se fatiguer, hein. Tu es sûrement face à quelqu'un qui est en plein biais de confirmation et la seule question intéressante à lui poser serait « Mais quel type de preuve pourrait te faire changer d'avis ?» Si la réponse est aucune, le débat est inutile. Car il faut toujours avoir en tête, et ça vaut pour tout le monde, quel niveau de preuve peut nous faire changer d'avis. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de prouver que tu peux changer d'avis. Prenons un exemple avec l'homéopathie. Personnellement, je serais prêt à commencer à croire que le Saccharum officinale, ah oui, alors pour ceux qui savent pas, c'est un produit homéopathique dont la solution mère est du sucre. Oui, tu as bien entendu, c'est de l'homéopathie de sucre sur une bille de sucre qui servirait pour soigner les cas de cataracte ou d'inflammation de la cornée. Ouais. Même si ça me paraît complètement impossible de pouvoir soigner une cataracte avec du sucre, même homéopathique, je suspends mon jugement et j'applique l'aphorisme de Sagan qu'on a vu dans la dernière vidéo. Les affirmations extraordinaires méritent des preuves extraordinaires. Dans mon cas, j'estime qu'une expérience en double aveugle sur plusieurs milliers de personnes qui sont atteintes de la même pathologie qui montrerait un effet positif significatif sur l'utilisation de ce remède homéopathique par rapport à un placebo serait une preuve suffisante pour commencer à réviser mon jugement. Et même si on ne sait pas pourquoi ça marche. Que ça soit pour la prière, l'homéopathie, l'astrologie, c'est pas parce que ça paraît ridicule que ça ne fonctionne pas. C'est seulement car l'état des connaissances actuelles ne permet pas de conclure que ça fonctionne. Il faut donc se laisser le droit d'y croire avec des preuves d'un niveau suffisant. En conclusion, donner des études scientifiques, c'est bien, mais il faut savoir où elles se situent sur l'échelle des preuves. Et il faut l'utiliser face à des gens qui sont capables de réviser leur jugement quand ils reçoivent de nouveaux éléments. Si les seules preuves de ton interlocuteur sont des témoignages face à une belle étude scientifique, inutile d'aller plus loin. Et si le débat est en public, il faut mettre l'accent sur le fait qu'il n'a pas de preuves plus solides et qu'il est donc plus raisonnable de penser que c'est toi qui as raison, mais attention, jusqu'à preuve du contraire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce en l'air, c'est hyper important pour le référencement, et je te dis à bientôt, des bisous!